ce que c'était. Elle dit voilà mon secret. Et il tire le drap et je vois émerger un gros poste, les postes à galène, les gros postes TSF à l'ancienne. Et puis ça c'est mon secret, et il l'allume, alors ça crache un peu, et puis tout à coup on entend là une voix française, Radio France Internationale, je sais pas, et il dit voilà, j'écoute la radio comme ça tous les jours, et depuis 49. Et il m'expliquait qu'à l'époque, jusqu'en 1970, c'était interdit. Toute communication avec la France était interdite, et donc c'était un peu comme les Français pendant la guerre qui écoutaient Radio Londres, il y avait un danger. Et son autre secret, et il m'a expliqué, j'ai quand même un autre secret, parce que je vois dans son grenier toujours un tableau noir avec des mots écrits à l'encre, à la craie en français. Et il fait ça, c'est mon deuxième secret, j'apprends le français à ma petite fille. Donc il avait non seulement une écoute passive du français, mais il l'enseignait après à sa petite fille. Voilà, et que sa petite fille, d'ailleurs, qui est maintenant en France, qui s'est mariée avec un Français. Voilà. Elle a bien appris. Oui. J'ai trois questions. La première, ça a dû changer, je suppose, avec les périodes, mais ça représente quelle population environ? La ville moderne d'aujourd'hui, c'est à peu près 2 millions d'habitants. Quand même, oui. À l'époque, je crois que quand les Français arrivent, ils font un recensement. La grosse ville chinoise dont on parle dans le film Chekan, et les villages alentours, ça faisait à peu près 200 000 personnes. 200 000 personnes. Et Fort Bayard, la ville, la capitale, c'est un peu comme Shenzhen, une ville nouvelle que les Français ont complètement sortie de rien, construite de toutes pièces. Mais oui, donc on va dire au début dans les 200 000 et maintenant la ville, alors les villes en fait, parce qu'il y a Tchékam qui est toujours là, et qui était avant Fort Bayard, l'ensemble doit faire à peu près 2 millions d'habitants. Il y a un très grand port maintenant. Ça a longtemps été un endroit un peu endormi. Déjà du temps des Français, c'était un peu endormi, il faut le dire. C'était un peu en dehors des routes maritimes, des courants d'affaires, etc. Donc les Français, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les Français n'ont pas fait grand-chose, on va dire, ou en tout cas des choses pas très glorieuses, l'opium, le jeu. C'est parce que c'était un peu isolé, et que personne, aussi en métropole, et même l'Indochine, Paul Doumer, on n'y croyait pas. Donc on ne s'est jamais donné les moyens de vraiment développer l'endroit. Donc oui, ça a longtemps été une ville assoupie. Du temps des Chinois, quand les Chinois ont récupéré le territoire, ça a longtemps été... Et ça, c'est le cas de beaucoup de villes en Chine qui ont été colonisées. J'ai cru comprendre que Shanghai, ça a aussi été comme ça dans les années 60. On a voulu punir la ville et ses habitants, alors que bon, ils n'y étaient pour rien, en brimant un peu le développement économique. Mais la ville se développe à nouveau pas mal là, parce que Zhanjiang, donc la cité moderne, est désormais le port maritime le plus proche de l'Australie, et la Chine importe beaucoup de minerais, de fer, de je sais pas quoi, pour son industrie, en provenance d'Australie, et des hydrocarbures aussi en provenance d'Asie du Sud-Est. Et donc le port connaît un développement assez important maintenant, avec non seulement donc, les infrastructures portuaires, mais un hinterland avec des usines sidérurgiques et de chimie et d'hydrocarbures. Voilà. Donc je pense que c'est appelé à se développer. Le rapport avec Hainan, en fait c'est sur la route de Hainan. Et effectivement, il y a des ferries régulièrement. Les Français à l'origine voulaient Hainan en fait. Quand on s'est lancé dans cette aventure, on voulait conquérir Hainan. Les Anglais s'y sont opposés. On peut penser aussi que Hainan c'est quand même une proie beaucoup plus grosse, que les Chinois auraient opposé une résistance beaucoup plus forte, et donc on n'était pas sûr d'emporter le morceau. Là. Mais oui, c'est dans la continuité. Hainan, oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une valeur, est-ce qu'il y a une volonté de mise en valeur du patrimoine architectural qui reste, l'époque française? Est-ce qu'il y a
depuis quelques années, depuis on va dire 5-6 ans, il y a effectivement cette volonté de retaper les bâtiments. À la fin du film, là, la rue franco-chinoise, là, bon, les bâtiments principaux sont dans ce coin-là. Ça va être réaménagé dans une espèce de parc. C'est joli, en tout cas j'ai vu les plans, ça a l'air sympa ce qu'ils vont faire. Les bâtiments donc, vont être tapés, ou sont déjà en train d'être tapés. Oui, alors pareil, le passé colonial a longtemps été mis sous le couvercle. D'ailleurs des deux côtés, on peut dire en France, qui a jamais changé à réexalter cette histoire. Côté chinois, ça a été pareil. Je vous dis, bon, le français interdit pendant beaucoup d'années, beaucoup de bâtiments ont été détruits, je sais, on m'a dit, là c'était tel truc, là c'était tel autre, donc c'est fini irrémédiablement. Mais oui, la ville, l'équipe municipale, je crois, essaye de développer le tourisme. Je crois que c'est un patrimoine qui intéresse les gens, qui intéresse y compris les Chinois, donc c'est en train d'être rénové. Voilà. Comment ils réécrivent l'histoire par rapport à... Est-ce qu'ils la réécrivent ou est-ce qu'ils veulent la mettre en valeur? Oui, ils la réécrivent un petit peu. Ils la réécrivent en même temps. Oui, alors ils exaltent une résistance. Il y a un musée où on voit des scènes hallucinantes de résistance qui, d'après ce que j'ai compris, sont assez purement imaginaires. Voilà. Il y a eu des batailles, peut-être plus parler d'escarmouches que de combats, batailles rangées donc il y a une espèce de résistance fantasmée dans l'histoire française qui est exaltée. Après, c'est sûr, c'est vrai que c'est assez facile, même pas de réécrire, de dénoncer un passé, le jeu, la drogue, c'était une réalité. Hein. La France a fait du trafic d'opium, on peut le dire. Hein. Donc, parce que si, d'un côté, ils mettent en valeur le patrimoine architectural, et d'un autre côté, comment ils le présentent, comment ils l'expliquent? Est-ce qu'il y a simplement des visées, entre guillemets, bassement touristiques, ou est-ce qu'il y a aussi un... Ben, ça dépend qui. Il y a plusieurs... c'est un peu polyphonique. Il y a la municipalité, bon, c'est des bâtiments touristiques, je crois que d'ailleurs, j'ai vu certains des projets, c'est pour ouvrir des boutiques de souvenirs, mais ils vont mettre des tours Eiffel dedans. D'autres, le monsieur qui parle, le directeur du musée populaire, il y a deux musées, il y a un musée officiel, si je puis dire, de la ville, et puis le musée d'histoire populaire, c'est une initiative privée lancée par ce monsieur Roux, qui est un antiquaire, donc qui a récupéré plein d'objets du passé, d'abord des objets français assez amusants, des choses de la vie quotidienne, des vieilles cafetières, des lampes à pétrole, des chromos, des sets, des publicités pour des boissons alcoolisées, pour du Pernod, des choses comme ça. Donc c'est assez vivant son musée. Et beaucoup d'objets liés à l'opium aussi, et au jeu. Donc lui, il prend le passé comme il est. Lui, je crois, il n'écrit pas l'histoire. Il fait ce qu'il a sous la main, et c'est plutôt sympathique. Donc oui, il y a un peu de tout. Mais bon, effectivement, l'histoire... je sais que mon film, par exemple, les gens de la municipalité, enfin, je veux dire, les officiels l'ont vu. Bon, ils trouvent que c'est pas mal, mais ils auraient bien aimé que ça soit plus critique, peut-être, plus critique et en même temps plus tourné vers l'avenir. Le Zhanjiang moderne, je l'ai dit, c'est pas vraiment mon propos, je vais faire un autre film si vous voulez. Mais voilà. Vous avez été amené à faire des recherches. Est-ce qu'il y a des documents qui existent, des livres de souvenirs on n'a jamais entendu parler de ça. Oui, il y a l'essentiel des archives du territoire côté français sont à Aix-en-Provence, aux archives. Ailleurs, il y a des choses qui ont été publiées. Il y a eu une thèse écrite, je
pense, une bonne dizaine d'années par un monsieur dont le nom m'échappe actuellement, je l'avoue. Il y a un autre, un livre plus récent, écrit par aussi un certain Bertrand Matteau. Ça s'appelle Fort Bayard, simplement. Je crois quand la France vendait son opium. C'est un bouquin qui a dû sortir il y a 2-3 ans, ou 1 ou 2 ans, qui est beaucoup axé sur l'opium. Et puis il y a eu des témoignages dans le passé. Il y a un Anglais notamment au début du XXe siècle qui s'appelait Cunningham, qui habitait à Hong Kong, qui a fait un récit de voyage à Fort Bayard. Ça doit être disponible, ça. Et puis il y a des par petites touches, vous trouvez dans certains récits, oui, dans des récits de voyage, des guides touristiques de l'époque, vous trouvez des chapitres consacrés à des guides Madrol par exemple. Vous trouvez des chapitres consacrés à Fort Bayard. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des articles, ouais, sur la conquête, les journaux français avaient pas mal couvert ça, l'illustration, le petit journal. Vous trouvez des choses là-dessus. Il y a des choses, et les archives, donc c'est Aix-en-Provence. Et il y a beaucoup d'archives ici, en chinois, l'archive du Kuomintang. Le Kuomintang s'est beaucoup intéressé au territoire. D'abord parce qu'ils avaient une sorte de bureau de représentation. Il y avait la banque du Kuomintang, la banque de Chine était la banque Kuomintang, donc il y avait ce bâtiment dont je parle, enfin oui, qu'on montre dans le film, c'était une banque, la banque de Chine du temps du Kuomintang. Donc si ça intéresse les gens, j'ai toutes les archives en chinois dans mon ordinateur d'ici, que j'ai très peu exploité parce que le niveau de chinois n'est pas suffisamment bon. Mais il y a des choses, il y a beaucoup d'archives au Japon aussi, parce que les Japonais ont occupé le territoire. Donc voilà, il y a des choses un peu droite et gauche. Voilà, Aix-en-Provence. Mais ce sont les archives de l'outre-mer. Toutes les archives de nos anciennes colonies sont là-bas. Donc toutes les archives de l'Indochine, de l'Algérie, des colonies africaines, tout est là-bas. Les archives aux missions étrangères aussi, chez les religieux. Le prêtre. D'ailleurs, on voit la photo du professeur de Paul, le père Lebas. C'est une photo, il n'avait pas de photo, Paul. C'est une photo que j'ai trouvée aux archives des missions étrangères, et sur rue du Bac à Paris. Et je l'ai fait encadrer pour faire à Paul, qui me ça sur sa table de chevet. Et il y a eu quelque chose, j'en suis pas fier, mais ça m'a fait grand plaisir aussi, à propos des religieux et des religieuses, les deux orphelines du film, là, donc Régina et Marguerite. Marguerite a 95 ans, toute jeune, et Marie-Joseph, la religieuse, 89 ans. Et en fait, Marie-Joseph et Régina, la plus jeune des deux orphelines, qui doit avoir dans les 70 ans, avait, jusque dans les années 90, avait échangé une correspondance. Et puis elle s'était perdue de vue. Et de plume aussi. Et en fait, j'ai d'abord rencontré les deux orphelines à Fort Bayard, donc je les ai interviewées, et cette Régina me sort une lettre qui avait été écrite par Marie-Joseph, qui lui avait écrit. Et c'est comme ça, donc comment dire, donc je voyais sur Marie-Joseph l'adresse au dos de la lettre, sur Marie-Joseph, mission sur missionnaire salésienne, voilà. Et donc j'ai localisé l'endroit où sont ses sœurs en France, elles sont à Paris, en banlieue parisienne, et donc je suis allé interviewer Marie-Joseph. Et depuis, quand il recommence à s'écrire. Donc je suis content de... Oui, sur papier, ah oui. Oui, puis c'est moi qui sers de boîte aux lettres d'ailleurs. Voilà, qui sert de boîte. Au revoir, monsieur.
Et alors c'est amusant aussi parce que je pourrais m'accuser après aussi de prosélytisme. La dernière fois, il y avait aussi plein de petites médailles dans l'enveloppe qu'on m'a chargé de distribuer à Fort Bayard. Bon, j'ai fait ça discrètement. Mais voilà, donc c'est assez amusant. Mais je crois qu'à la fin, les gens chinois qui ont vécu l'administration française, c'était plutôt positif, les souvenirs. Sont gardés un souvenir. Oui, je pense qu'il y a... Alors, faut ménager là aussi la part peut-être de la... Comment dire, de la nostalgie de la jeunesse peut-être. Hein, il y a aussi peut-être ça. Et puis aussi peut-être que les gens voulaient me faire plaisir. Mais, non mais peut-être, je sais pas. mais il a bien parlé de ses amis à l'école, et il recevait les cahiers et tout. Il parlait aussi de la façon dont il pouvait se soigner à l'hôpital sans payer, gratuitement. Non, c'est vrai. Et alors il a eu des souvenirs. Et toutes les modernités que les Français ont. Oui, c'est vrai, je crois que on sait pas, comment dire. On s'est plutôt pas trop mal comporté, on va dire, voilà. Sauf qu'au début, quand même, j'ai des témoignages. Bon, on peut pas tout mettre dans un film, et puis en fait, j'ai appris ça après avoir filmé. Et puis j'avais pas d'image pour montrer ça. Mais il y a eu au début, le territoire était difficilement contrôlable, il y avait beaucoup de pirates, même du temps quand la Chine était souveraine sur son territoire, ce territoire a toujours été une sorte de foyer de rébellion. Donc les pirates, et puis c'était des populations un peu peut-être pas indépendantisme, enfin bon, qui aimaient bien qu'on leur fiche la paix. Donc du temps des Français, pareil, et les Français ont beaucoup de mal à maîtriser l'affaire, et donc il y a eu certains épisodes de répression un peu durs quand même au début. Donc là, les militaires n'ont pas toujours été tendres. Il y a eu quelques gouverneurs aussi un peu foldingos, on peut dire un peu tyranniques, qui au début aussi ont été été très sympathiques avec la population non plus. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça c'est une sorte de régularisation qui s'est faite, et que je crois, oui, ça s'est pas trop bien passé, quoi. Il y a une femme qui s'appelle le diable. Oui, oui. Mais oui, je pense, oui. Mais là aussi, oui, ouais, elle se moque un peu. C'était plutôt sympathique, je pense. J'ai nulle part senti de sympathie à mon égard. Au contraire, les gens étaient adorables. Quelle découverte. Il y avait un cimetière, non, j'ai pas. Je suis en train de réfléchir. Il y avait il y a eu un cimetière français, effectivement, avec beaucoup de militaires, notamment enterrés. Enfin, beaucoup, un certain nombre, oui. Il y a eu aussi une sorte de monument aux morts au moment de la conquête. Il y a quand même quelques victimes, quelques morts. Donc il y a eu une sorte de monument aux morts, mais qui a été détruit. Je ne crois pas qu'il reste de tombes françaises, de cimetières français. Contrairement à ici à Taïwan, à Keelung, où je suis allé, il y a quelques tombes françaises encore. Non, là-bas, il n'y a plus. Ce qui reste de bâtiments français, donc c'est l'église, c'est les bureaux de l'administration, donc il y avait l'administration centrale du territoire, la résidence privée de l'administrateur, quelques bâtiments, j'allais dire pas en banlieue, mais enfin dans les villes autour, dans les villages autour, ce qui était un peu des préfectures, des administrations décentralisées, parce que c'était grand, ça faisait 2000 km² quand même comme territoire, c'était plus grand que Hong Kong. Oui, c'était très grand. Les écoles, le lycée Albert Sarraut a été détruit, mais quelques écoles aussi locales n'existent plus. Les hôtels, oui. Mais les hôtels c'était des investisseurs chinois. C'était il y a aussi un certain nombre de très belles villas, mais qui n'étaient pas françaises, qui avaient été construites par des notables locaux chinois.
dont le fameux Chen Chuetan, qui était une espèce de potentat local, qui avait de superbes, plusieurs superbes villas. Oui, un peu à l'architecture des années 30, cet effet. Dominique mentionnait que vous êtes écrivain. Est-ce que vous situez vraiment en Chine ou dans ces endroits-là? Oui, ben le dernier se passe, en fait, j'ai d'abord écrit le bouquin, il s'appelle De ma jungle affectueusement. Il y a un jeu de mots sur l'affectueusement. Enfin bon. Voilà, ça s'appelle De ma jungle affectueusement. Ça se passe là-bas. Et alors je ne vais pas dévoiler l'intrigue, mais on peut deviner, c'est un roman policier, donc on peut. Ça a un certain lien avec l'opium, on va dire. Oui, mes bouquins se passent en Chine, et comme je suis français, je mets aussi des Français dans mes romans, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont parfois assassinés, ou ils enquêtent, mais enfin, voilà. D'autres questions? Dernière question? Mis à part les membres de l'administration coloniale et puis les religieux, on a l'impression qu'il n'y a pas de colons des Français à proprement parler. Non, il y avait. Je crois que la population française n'a jamais dépassé les quelques 200 personnes. Donc, effectivement, quelques administrateurs, quelques professeurs religieux, un ou deux commerçants de ci, de là, mais qui n'ont jamais vraiment percé. Je crois que le commerce était vraiment tenu par les Chinois. C'est Taïkoun, Chen Chuetan et compagnie. Donc, oui, c'est toujours assez marginal, la population française. Par contre, c'est le dernier mot, à un moment, là aussi, c'est peut-être pour me faire plaisir, le directeur du musée dit que les Français ne fumaient pas l'opium, c'est faux. C'est bon? Parce que l'Alliance, c'est... Oh, on a encore un peu de temps, on a encore un petit peu de temps. Bon, on a le temps, on a pas de problème. C'est décidé, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des Chinois qui sont partis en France suite à l'évacuation Je ne crois pas. Je réfléchis, je n'ai pas entendu parler. Il y avait quelques Vietnamiens que les Français, c'était un peu les administrateurs de rang intermédiaire, les employés de bureau, on va dire. Il y en avait un certain nombre, et puis quelques militaires qui ont dû rentrer au Vietnam, mais certains sont restés, m'a-t-on dit, et sont devenus, maintenant sont complètement civilisés, intégrés à la population locale. Des Chinois qui seraient rentrés en France, je ne crois pas. J'ai pas entendu parler, je ne sais pas, j'ai pas entendu. Paul avait vocation à aller en France. C'était un très bon élève, il m'a expliqué ça. Il avait une bourse du gouvernement français, du gouvernement local, je ne sais pas, enfin le local français.